On parle d'un sujet qui vous intéresse toutes et toutes, l'économie des coûts. Comment économiser sur les coûts, comment optimiser son compute aujourd'hui avec un service vraiment particulier qui s'appelle AWS Compute Optimizer. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là tous les vendredis matins dans le podcast AWS en français, dans toutes les bonnes applications. Aujourd'hui, on va parler optimisation du compute avec un side effect, ça y est, je parle déjà franglais, très intéressant, c'est qu'on économise sur les coûts aujourd'hui. En général, les épisodes où on vous explique comment économiser sur votre facture AWS, eh ben, ça marche bien. Et pour parler de Compute Optimizer, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Fournier. Tu es Technical Account Manager chez AWS au niveau global, mais tu es basé dans la belle région du lac de Genève, en Suisse. Merci d'être là, Loïc. C'est si difficile que ça d'optimiser le compute sur AWS? C'est pas difficile, mais il faut bien le faire avec les bonnes étapes, C'est-à-dire? dans le bon ordre. Souvent, ce que je remarque chez les clients, c'est que la première action qu'ils vont essayer de faire, c'est d'aller vers nos engagements de saving plan ou de réservation. Mhm. Et c'est souvent, on va dire, une anti-pattern dans le sens où si on n'optimise pas avant d'aller vers un engagement, on risque, si on le fait dans le mauvais ordre, de d'avoir un engagement qui va être trop important une fois qu'on va avoir optimisé. En fait, si je Donc, lance trop de compute, trop de machines ou des machines trop grandes, même si j'utilise des techniques financières pour diminuer le coût de ces computes, j'en aurai quand même de trop. Donc l'idée, ce serait d'optimiser à la source avant d'essayer d'optimiser financièrement. c'est ça. L'idée, c'est quand on fait de l'optimisation, donc FinOps, qu'on lance une initiative FinOps. Donc la FinOps, c'est, on va dire, l'ingénierie des coûts dans le cloud. L'idée, c'est de toujours réduire en premier toutes les dépenses qui ne sont pas utiles, c'est-à-dire tout ce qui va être idling, c'est-à-dire qui va être en cours d'utilisation mais non consommé, non Mhm. utilisé. Dans un modèle comme le cloud, c'est vraiment important d'éliminer tous ces services qui ne sont pas utilisés mais qui coûtent. Après, on va aller vers le redimensionnement des machines, c'est-à-dire être sûr, et c'est là que Compute Optimizer va être un atout très important parce qu'on a plus de 750 instances. Quand on a des clients qui font des migrations importantes avec 100, 200, 300 machines, voire plus, c'est très difficile de pouvoir choisir quelle est la bonne Quelle est la bonne instance, taille? Ouais. quelle est la bonne taille d'instance. Donc au départ, ils vont tailler large. Souvent, les clients vont surdimensionner pendant la migration. Et une fois que la migration est passée, ça va être très important de redimensionner et d'affiner au plus juste. Et quand vous avez plus de 300, 400 machines au travers de 100, 200, 300 comptes, c'est très compliqué de pouvoir faire ça à l'échelle très rapidement, surtout que parfois le nombre d'ingénieurs requis pour établir ces redimensionnements n'est pas suffisant parce qu'il y a d'autres, une fois que la migration est passée, bah, il y a un travail continu sur le cloud, des mises à jour, etc., maintenir la sécurité. Donc l'optimisation des coûts est souvent pas privilégiée. Donc d'avoir un service comme Compute Optimizer qui va faciliter, optimiser les recommandations qu'on va pouvoir aussi automatiser, c'est vraiment un atout invaluable, ouais, qui n'a pas de valeur. Voilà. Ouais, ça a une valeur, c'est ce que vous arrivez à économiser sur votre facture. On va revenir sur Compute Optimizer dans une minute, mais tu parlais de choisir des instances EC2 qui sont trop grandes par rapport aux besoins d'une application. C'est humain et j'ai envie de rassurer nos auditrices, nos auditeurs en disant c'est normal. Je crois qu'il peut y avoir deux raisons. Il y a une raison, moi je suis développeur, je lance un truc un peu plus gros que ce que j'ai besoin parce que c'est plus agréable, ça répond plus vite, etc. Et puis à l'échelle d'une organisation, et tu le mentionnais dans la migration, c'est peut-être humain aussi de dire allez, on prend ceinture et bretelles, on se blinde et on prend des machines un peu plus grandes au début en tout cas, en pensant plus tard réduire la taille parce que c'est possible sur AWS. Et donc c'est une sécurité, c'est normal de commencer un peu trop grand quand on migre vers le cloud, non? Tout à fait, tout à fait. Et alors souvent, ce qu'on voit, c'est que quand on fait une migration, les entreprises gardent les réflexes de quand ils ont un data center on-premises sur site, on va dire, c'est-à-dire qu'ils lancent toutes les machines. Donc toutes les machines de la migration sont prêtes
et elles ne sont pas forcément utilisées parce que tout n'a pas encore migré, mais elles sont là. Donc c'est important aussi de conseiller le client, c'est-à-dire une fois qu'il a préparé ses machines, il peut aussi les arrêter, faire même un snapshot et pouvoir les restaurer au moment où ils vont migrer. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va pouvoir détecter avec l'outil, c'est-à-dire toutes ces machines qui dorment, qui ont un coût, mais qui ne sont pas utilisées. Et il va pas seulement les détecter, mais il va aussi vous donner les remédiations qui sont nécessaires. C'est-à-dire, j'ai la machine là qui n'a pas été utilisée dans les 14 ou dans les 32 derniers jours. Je vous conseille de faire un snapshot et au moment où vous allez l'utiliser, de la restaurer. Donc Compute Optimizer, tu l'as dit, c'est un outil qui permet d'optimiser les ressources de compute. Le but premier du service, ce n'est pas l'économie de coût, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un side effect qui est bienvenu. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on entend par optimiser les ressources de compute? On a touché un mot, il y a la taille des machines, il y a les machines qui ne sont pas utilisées, sous-utilisées, il n'y a pas que les machines. Donc, grosso modo, ça permet de faire quoi, Compute Optimizer? Alors, grosso modo, le but, c'est de permettre aux entreprises clients d'AWS d'avoir la meilleure performance, donc en termes de redimensionnement de la taille des instances, et aussi de pouvoir ne payer que ce qu'ils consomment réellement. Et on parle du compute, mais Compute Optimizer va être aussi là pour recommander sur d'autres services que les instances EC2. On va avoir aussi des recommandations pour le stockage, donc toute la partie EBS. On va avoir aussi des recommandations pour certaines bases de données, pour Postgres et MySQL, sur Aurora et RDS, les lambda, les licences, et aussi la partie ECS sur Fargate. Donc c'est très large, c'est pas juste oui. ces deux. Oui, le nom c'est ça. En fait, le service a été lancé en 2019. On couvrait à la base uniquement les instances EC2. Et au fur et à mesure, le fameux working backwards, on travaille avec les demandes des clients et on met en place, en fait, on leur demande, c'est que vous avez plus besoin ou de difficulté d'avoir des recommandations sur la performance pour obtenir la meilleure performance sur vos workloads. L'idée, c'est on ajoute au fur et à mesure des applications. Après, renommer un service chez AWS, c'est toujours compliqué parce qu'il y a déjà, les noms au départ, ils sont pas top. Alors si en plus on les renomme après. Et puis aussi, en fait, il y a le nom de l'API, parce que bien sûr, on peut utiliser le service au niveau de la console, et on a toujours la possibilité de l'utiliser via une API, et renommer l'API serait compliqué. Mais voilà, en effet, le nom compute aujourd'hui n'est plus tout à fait juste, parce qu'on va permettre d'optimiser la performance au travers de différents services, notamment les bases de données ou le stockage. Alors, on va partir en 3 axes. D'abord, comment l'utiliser? Quelle est l'expérience que j'ai en tant qu'utilisateur devant la console, quels sont les bénéfices, tu en as déjà mentionné quelques-uns, mais je voudrais être très clair et les lister les uns après les autres, et puis peut-être, puisque tu connais très bien service, lever un petit coin du voile et voir comment ça marche en dessous du capot, parce que comprendre comment ça marche, déjà en général ça aide à mieux utiliser, et puis c'est assez passionnant ce qui a été fait au niveau technique là, pour arriver à faire ces recommandations à super grande échelle. Commençons par le client, je suis devant ma console, je veux activer Compute Optimizer, je tape Compute Optimizer dans la barre de recherche, et puis quoi? Alors en fait, par défaut, il n'est pas activé. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons légales. C'est simple, en fait. On va travailler avec différentes KPIs. Et ces KPIs vont être la partie processeur, la mémoire. Et en fait, dans la mémoire, on a possiblement des informations qui sont des informations clients. Donc, et pourquoi la mémoire est importante tout de même? Parce que ça va permettre d'augmenter de 40% la précision des recommandations, d'avoir ces informations. Quand tu dis la mémoire, c'est la quantité de mémoire utilisée par le système d'exploitation et les applications dans l'instance. La mémoire vive, la RAM. En fait, voilà, parce que CloudWatch ne peut pas mesurer
par défaut sans l'ajout d'un client, agent, ouais. d'un agent sur les machines OC2 par exemple. Et donc on va demander l'autorisation au moment de l'activation de Compute Optimizer de pouvoir collecter ces informations de la mémoire. Donc Compute Optimizer n'est pas activé par défaut dans les comptes. Il faut l'activer. On a la possibilité de l'activer soit au niveau d'un compte ou soit idéalement au niveau de l'organisation entière. Donc je l'active et puis on va attendre en fait 24 à 48 heures. Il va analyser mon compte pendant ce temps-là, mes comptes. C'est ça. C'est ça. Il va donc si on l'active au niveau organisation par exemple, on va avoir pendant 24 à 48 heures aucune donnée disponible dans la console et après 24-48 heures en fait, sans que vous ayez besoin vous-même de définir des métriques CloudWatch ou d'avoir aucune action, en fait, il va les collecter gratuitement. Ces métriques CloudWatch, donc ça va être, il va collecter toutes les performances CPU, les performances mémoire si vous avez installé l'agent CloudWatch, mais aussi tout ce qui va être les performances réseau et les performances de stockage. I/O. I/O, out, I/O in, entrant, sortant. Et par exemple, il y a des petites subtilités comme sur la partie base de données. En activant par exemple le free tiering, donc la partie gratuite de Performance Insight, on a Performance Insight offre sur la partie base de données le module complémentaire pour avoir pendant 7 jours des informations gratuites disponibles. Ces données de Performance Insight vont être aussi incorporées pour avoir par exemple le swap sur les bases de données, le DB load, qui est une donnée très importante pour la partie base de données. Et ça, c'est une petite astuce, c'est d'activer, donc dès que vous allez créer une nouvelle base de données, ou si vous en avez déjà des existantes, d'activer cette partie gratuite du module Performance Insight, comme ça on va pouvoir aussi ramener plus d'informations. Et donc c'est gratuit, t'as dit? Alors, c'est gratuit, mais non, c'est un service gratuit. Il va être gratuit en fait pour on a ce qu'on appelle la lookback period. Donc la lookback period, c'est la période pendant laquelle on va collecter les données sur donc par défaut c'est 14 jours et après au travers des préférences, vous allez pouvoir remonter à 32 jours. Pourquoi cette différence? En fait, si vous avez un workload qui a un batch de fin de mois, par exemple. C'est ça. Si vous avez 14 jours pour un serveur web, par exemple, qui a tous les jours la même utilisation, 14 jours va suffire parce que vous allez avoir une pattern assez régulière tout au long du mois. Par contre, si vous avez des batchs financiers qui tournent juste à une certaine période du mois, avoir une investigation sur 32 jours va vous permettre d'avoir plus d'accuracy, de précision, merci, sur les recommandations qui vont être faites. Et on peut noter aussi qu'il y a une troisième lookback période qui est le mode avancé sur 93 jours. Et sur ces 93 jours, en fait, vous avez un coût à peu près à la machine qui va être de 25 cents. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir la possibilité de décider si pour une machine, je veux 14 jours, 32 jours ou 93 jours, ou pour un compte par machine, par compte ou par région. Donc on a, si par exemple vous avez des machines qui ont des traitements particuliers une fois tous les 2 mois, on va pouvoir définir 93 jours uniquement pour cette machine et payer ces 25 cents au mois que pour la machine en question. Donc je l'ai activé, j'attends 2-3 jours et puis j'ai une série de recommandations qui apparaissent dans ma console. En gros, il va me dire, dis-moi si je suis correct, telle instance dans telle région, dans tel compte, elle est utilisée à 20%, vous pourriez la downscaler, donc c'est-à-dire choisir une instance plus petite. Ou tel volume EBS, il n'est pas utilisé, ou il a beaucoup trop d'IO, il n'utilise pas... donc il va me faire des recommandations de right sizing, comme on dit en anglais, de trouver la bonne taille pour mes ressources. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, on se focus pas uniquement sur la partie coût. L'important, c'est la performance. Donc, il va non seulement vous dire quelles sont les machines qui ont un dimensionnement trop grand, c'est-à-dire sur lesquelles vous allez avoir une consommation qui est trop faible par rapport à la taille de la machine, mais aussi sur les machines qui sont sous-dimensionnées. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, c'est dans les deux sens, c'est trop petit. C'est dans les deux sens, voilà. Donc, vous allez avoir 3 statuts par exemple, pour les instances EC2. Ça va être soit la machine est optimisée, donc tout est parfait, vous n'avez rien à toucher. Éventuellement,
vous pourriez migrer vers Gravito, c'est-à-dire qu'il va vous proposer aussi, si vous êtes sur de l'Intel ou de l'AMD, il va vous proposer quand même une option de migration sur Gravito, qui, on le rappelle, quand les conditions s'est réunies pour le fonctionnement sur l'architecture ARM, permet d'économiser de la performance et par rapport au coût, et aussi de la sustainabilité, c'est-à-dire de l'environnement durable, on va dire. Voilà. Et donc répète ça, il fait pour les instances EC2, pour les volumes EBS, les clusters ECS, EKS, mais au final c'est de l'EC2 aussi, et les bases de données, si on Alors, rajoute pas le module... EKS. Pas EKS. Pas EKS, donc Non, les clusters ECS. ECS pour Fargate. Ok. Et maintenant, depuis début de l'année, on a aussi, et ça a été un travail gigantesque de la service team, on a les autoscalers. C'est-à-dire que on va analyser sur tout l'autoscaler qui peut avoir des milliers de machines, quelles vont être l'optimisation. Donc c'est assez compliqué, c'est-à-dire que par exemple vous utilisez sur votre autoscaling group, vous avez on va dire 5 machines R7 et elles tournent en 24 heures sur 24. Et là, on va vous dire, bah, peut-être que si vous alliez sur une machine R8, vous pourriez utiliser à la place de 7 machines uniquement 5. C'est-à-dire que vous allez payer un coût unitaire plus important pour la machine R8, mais du fait du gain de performance unitaire par machine, vous allez pouvoir en utiliser moins. Donc finalement, 5 machines R8 pourront avoir un coût inférieur et une performance supérieure par rapport à cette machine R7. Donc Ouais, il y a des petites subtilités, voilà. ça c'est en termes de pure performance. Après, il faut voir pour la disponibilité. Parfois, il faut Exactement. avoir un peu plus Voilà. de machines. Et pour la réparties résilience, différemment. voilà, et pour la résilience, etc. Mais voilà, il y a des petits, en tout cas, il va y avoir des recommandations qui vont être faites sur la performance des autoscalers et aussi très intéressant parce que je me rappelle avec mes clients, avant que cette fonctionnalité soit, donc c'est à peu près il y a depuis 1 an qu'on a le bénéfice d'avoir dans Compute Optimizer des recommandations pour les bases de données. Parfois, quand j'avais un client qui me demandait est-ce que tu peux m'aider à redimensionner cette base de données, on pouvait passer 2-3 jours à analyser toute une série de métriques CloudWatch, à regarder quelle instance pouvait avoir le bon dimensionnement. Et c'était vraiment pour le client et pour moi en tant que technical account très pénible et très long en fait. Et surtout quand le client peut avoir 100 bases de données, on pouvait passer des semaines à faire un projet d'optimisation des bases de données. Alors qu'aujourd'hui, tout va se faire, on va dire, à partir du moment. Alors, pour les bases de données, on le répète, c'est limité à Postgres et MySQL pour le moment. Je précise pour le moment, parce qu'on répond toujours à la demande et il y a des On ne sait nouvelles. pas comment tout va évoluer dans le futur. Voilà. Voilà. On est en 2025. C'est ça. Et donc, au travers de ces aujourd'hui, sous 24-48 heures, vous allez avoir des recommandations pour optimiser la performance et avec les effets de bord qui peuvent donc aller jusqu'à la réduction des coûts. Alors, entendons-nous, il fait des recommandations. Il ne change rien dans mon infrastructure, c'est juste, entre guillemets, parce qu'on va voir comment cette liste est générée après, mais c'est juste une liste de recommandations. Tout à fait. C'est tout à fait. Vous allez, donc comme on l'a dit, optimiser, sous-dimensionner ou Redimensionner. ou trop dimensionner, c'est-à-dire il y a trop de puissance par rapport à ce qui est consommé. Et le 4e statut, c'est aussi non utilisé. Voilà. Et donc, en effet, il va vous fournir des recommandations que vous n'êtes pas obligé d'accepter, pas obligé et même de mettre en place. Mais ce qui est intéressant, c'est que au-delà de fournir des recommandations, il va vous fournir des petits graphes qui vont vous projeter, c'est-à-dire qu'il va vous dire option 1, donc par exemple, on utilise un C5, une instance de type C5 double large, et il va vous recommander d'aller sur large. Il va pas seulement vous le recommander, il va aussi vous projeter quelle va être l'utilisation du CPU si vous choisissez cette option. Donc en gros, vous avez une ligne bleue qui vous dit aujourd'hui vous êtes à 20%. Donc la ligne bleue, on va voir les pics à 20%. Et il va avoir cette ligne verte qui va être l'option 1. Si je vais vers une simple large C5, et elle va monter à 50% et on va voir à combien on va être en faisant le changement.
Donc il y a cette projection qui est très intéressante parce que la personne qui va réaliser le changement, il peut se projeter et savoir exactement où il va. Et donc les bénéfices, ils sont assez clairs avec ton explication. Hein. C'est soit plus de performance si la recommandation c'est d'upscaler, de prendre une machine plus grosse, soit une réduction de coût quand il nous recommande d'effacer des ressources non utilisées, dans le cas de volume EBS, ou de prendre des instances plus petites. C'est coût et performance. Tout à fait. Et notamment, j'ai une anecdote aussi par rapport au volume OBS, parce que je fais des interventions à propos de Compute Optimizer régulièrement, 2-3 fois par semaine, chez des clients, que ce soit chez des petits clients ou des très très gros, et on a toujours le même phénomène. Et c'est un phénomène aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va souvent supprimer une machine EC2, mais oublier de supprimer son stockage associé. Et ça, les volumes EBS qui traînent. Voilà, et les volumes EBS qui traînent, et en fait, ils vont avoir. Et voilà, alors les snapshots, c'est encore, ça va pas être détecté par Compute Optimizer, mais par contre, là, on va avoir la liste de tous ces volumes EBS qui ne sont plus attachés et qui coûtent 4, 5, 6 dollars par mois, mais multiplié par le volume par 50 ou 60 au bout de quelques années, et ben ça fait beaucoup d'économies possibles. Donc d'avoir cet outil qui va, sans que vous n'ayez rien à faire, juste l'activer, vous indiquer quels sont tous ces volumes qui sont soit attachés et pas utilisés, ou soit complètement détachés de la machine et pas du tout utilisés, en vous disant, voilà, celle-ci, par exemple, ce volume est encore attaché, il n'est pas utilisé, on vous conseille de le détacher, de faire un snapshot et de le sauvegarder et de le restaurer. Ou alors, peut-être que si il est peut-être non utilisé sur votre décision, donc gardez-le. Ou alors, ce volume n'est pas attaché, et là, vous pouvez en faire une sauvegarde et tout simplement le supprimer. Voilà. Oui, si vous êtes développeuse, que vous nous écoutez, vous avez un compte et vous déployez tout le temps dans la même région, vous vous dites, mais comment est-ce possible d'oublier un volume EBS? Dites-vous bien que les grandes entreprises, et il y avait NJ à ta place il y a quelques semaines dans le podcast, quelques mois, qui disait, on a plus de 700 comptes de prod, un compte déploie sur une dizaine de régions, donc ça fait 7000 combinaisons possibles. Vous imaginez bien qu'à grande échelle comme ça, on en oublie, c'est normal. En plus, récemment, alors c'est au travers de la console, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on va avoir, si vous supprimez une machine au travers de la console, maintenant on a un petit message qui vous dit attention, le stockage. Mais la plupart des grandes entreprises. On n'efface pas des machines par la console. C'est ça, exactement, on n'efface pas les machines par la console. Donc si on n'intègre pas ça dans l'infrastructure as code, c'est très rapide de laisser traîner ces volumes. Avant de passer sur comment ça marche, encore une question. Ces notifications, tu dis elles sont délivrées dans la console, mais pas que. Je peux les automatiser aussi. Il y a des events ou des choses comme ça qui permettent de déclencher les workflows. Oui, alors il y a des clients, on a sur des repos publics, il y a des clients qui ont développé des solutions avec Step Function par exemple, où on va avoir, par exemple, j'ai vu des clients, un de mes clients l'a fait, il a en fait intégré, il exporte en fait les recommandations, ces recommandations sont processées par une lambda Step Function, et on va avertir l'utilisateur. Attention, tu as une ressource qui est non utilisée. Et donc après, soit l'utilisateur répond sous un délai qui est configuré dans la step function, ou soit l'utilisateur répond pas. Et si c'est pas avec des conditions, si c'est pas en prod, si c'est du dev ou du test, là, on va aller faire supprimer ou arrêter la ressource automatiquement. Donc en effet, il y a des workflows d'automatisation. Ça peut être aller jusqu'à simplement avertir l'utilisateur, et aussi aller jusqu'à l'automatisation du changement de la ressource ou de l'arrêt de la ressource. Donc il y a pas mal. Step Function, c'est un des meilleurs services. Enfin, moi, c'est un de mes services préférés, et on peut faire énormément de choses par rapport à ça. Par contre, ce qui est très important de dire aussi, c'est que ce que j'encourage, Werner Vogel l'avait dit en 2023 dans sa keynote sur Frugal Architect à reInvent, il avait dit si on ne peut pas observer, on ne peut pas contrôler. Et j'encourage les équipes FinOps ou les administrateurs à former les équipes, à avoir les développeurs ou les DevOps, à avoir une utilisation self-service de Compute Optimizer, donc au travers de la console ou au travers d'une API,
pour que on a la possibilité de déléguer l'administration pour des comptes ou des ressources, pour ils contrôlent eux-mêmes les ressources. On n'a pas forcément besoin d'avoir une ressource centralisée. En FinOps, ce qu'on aime à dire, c'est que on aime à en fait imprégner une culture du coût au travers l'ensemble de l'organisation et de pouvoir donner ces outils qui permettent de monitorer, de suivre ces coûts. C'est très important quand on a ces initiatives FinOps. Ça permet d'imprégner et de rendre responsables toutes les équipes qui ont un impact sur le coût en fait. On fait du machine learning depuis 20-25 ans chez Amazon et je suppose qu'il y a plein de machine learning là en dessous parce que finalement c'est analyser une collection, un stream de données et faire des prédictions sur le futur et faire des corrélations. C'est ce pourquoi le machine learning est assez efficace. Comment ça marche en dessous du capot, monsieur? Comment on fait toutes ces analyses, ces corrélations et ces recommandations? Alors en fait déjà il y a une équipe qui va faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a plus de 750 instances qui sont supportées sur Compute Optimizer, que ce soit des CPU, des GPU. On a encore certaines limites avec Trainium par exemple sur lequel c'est pas encore supporté, mais on supporte la majorité des instances disponibles sur AWS. Pour la partie NVIDIA par exemple, les P4, les P5, il y aura juste un petit agent aussi à installer. Mais comment ça fonctionne? Donc déjà, il y a des équipes qui font des benchmarks. On va benchmarker les instances pour savoir quelles sont les performances de ces instances. On a aussi, au travers des équipes EC2, elles ont aussi développé en fait ce qu'on va appeler une détection de l'inférence. On a plus de 80 à 100 patterns d'utilisation comme Nginx, Cassandra, SQL Server. On va détecter la pattern de l'utilisation donc au niveau applicatif de la machine pour comprendre comment fonctionne. Pourquoi? Parce que sur une utilisation par batch, par exemple, on va pouvoir aller recommander des machines qui ont un crédit de burst, comme des machines, les nouvelles machines Flex ou les machines T3, T4, la série T. Donc en fait, l'identification, on va avoir ces benchmarks, plus l'identification de l'inférence et la collection de toutes les métriques CloudWatch. Donc on combine tout ça, toutes ces informations et ça va nous permettre, avec en plus, et ça c'est quelque chose que vous pouvez définir dans les préférences, on va avoir le percentile en fait qu'on va exploiter. Donc c'est quoi le percentile? C'est combien vous souhaitez avoir ou ignorer les pics d'utilisation. C'est-à-dire que votre machine, par exemple, elle va avoir une moyenne. On va collecter pour être sûr, pour avoir ce filet de sécurité, parce que c'est important de toujours garder, d'avoir des recommandations justes pour Earn Trust. On va avoir ce filet de sécurité, c'est-à-dire qu'on va pas prendre la métrique moyenne, on va prendre la métrique max. Déjà, donc on va toujours regarder, travailler sur la métrique max. Et au-delà de ça, on va pouvoir lui dire, toutes les 5 minutes, on collecte des métriques toutes les 5 minutes, et toutes ces 5 minutes, combien d'occurrences de pics je vais ignorer. Donc dans la préférence, il y a 3 options. Soit on va ignorer 0,5% de ces pics d'utilisation, soit 5% ou soit 10%. Pourquoi? Ça va être en fait si on veut tailler au plus juste les recommandations, ou si on veut aller vers vraiment quelque chose de très aventureux, je veux vraiment avoir la performance au plus juste, donc je vais ignorer un peu plus de pics parce que je sais que la machine, mon application va supporter de pas pouvoir aller, elle va pas bloquer parce que j'aurai ces pics qui seront pas supportés. Et à côté de ça, si on a la mémoire de disponible, on va aussi pouvoir offrir des recommandations avec un downsizing de mémoire, donc sur une instance qui va avoir moins de mémoire. Mais ça, on peut le faire uniquement si on a ces agents de mémoire. À noter que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser CloudWatch. Il y a aussi la possibilité d'importer gratuitement des métriques d'outils extérieurs, comme New Relic, comme Datadog, Dynatrace. Et l'import de ces données se fait aussi gratuitement. Donc on combine tout ça, donc les données de benchmark, les métriques et l'inférence détectée, et on fait ces recommandations avec aussi ce qu'on appelle l'headroom, c'est-à-dire une marge qu'on définit. Donc le client peut soit décider dans les préférences d'avoir 0%, c'est-à-dire je prends ce que AWS me fournit, ou d'aller à 10% ou 20% de marge additionnelle par rapport aux recommandations qui sont faites.
Ouais, là, il y a un facteur confiance également. On peut pas se gourer dans les recommandations qu'on fait à nos clients. On peut pas Absolument promettre pas. plus ou sous-estimer la taille d'une instance, enfin trop petit, trop grand, etc. Comment on calibre tout ça? Bah, en fait, comme je l'ai dit, déjà, on prend les performances, les métriques max. Mhm. Donc, en prenant les métriques max, on s'assure qu'on va toujours regarder j'allais dire worst case scénario, on va dire Mhm, le pire. Mhm. le pire. Voilà, le pire. En plus, on prend des filets de sécurité avec ce headroom et en plus, on a ce percentile de pic. On va garder ces pics, on va prendre en compte ces pics d'activité et pas seulement juste l'utilisation linéaire. Donc, en prenant toutes ces données-là, on arrive à On, en fait on se fait un filet de fournir, sécurité. on Ouais. se fait un filet de sécurité et on fournit des recommandations qui sont plus justes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, alors quand on est, que ce soit avec l'API ou on va dire, nous on va jamais recommander d'aller vers Compute Optimizer, va jamais recommander d'aller vers une machine qui va avoir 100% d'utilisation en continu. Si vous êtes à 20% de consommation, on va vous recommander une machine qui va aller à 50-60% d'utilisation CPU. Euh, et par exemple, notamment sur la partie RDS Aurora, on ne va jamais recommander un downsize de mémoire. Mhm. Il y a aussi ces facteurs-là à prendre en compte. On sait que sur une base de données, la mémoire, C'est critique c'est de critique performance. parce qu'on va loader les données en mémoire. Et donc, on sait que sur une base de données, par exemple, la mémoire n'est pas un critère à prendre en compte. Donc, Compute Optimizer, sur la partie base de données, ne recommandera jamais un downsizing en termes d'instance mémoire. Il ne va proposer que sur la partie CPU ou la partie DB load ou la partie stockage, mais jamais sur la mémoire. Voilà. En tant que, Mais, oui, pardon. en tant que client, je peux dire, OK, j'accepte la recommandation et je vais l'implémenter. Est-ce qu'on utilise cette boucle de feedback aussi pour dire, OK, ça c'était probablement une bonne recommandation, tandis qu'une qui est ignorée ou c'est peut-être une moins bonne recommandation? Alors aujourd'hui, on a fourni à ce jour plus de 2 millions de Waouh. recommandations. Mhm. Il faut savoir, après, on n'a pas aujourd'hui la possibilité euh, Oui, d'avoir de automatique, vérifier si ça a été fait ou pas. Oui. voilà, Mhm. voilà, de vérifier. Par contre, moi, à mon niveau, bah, en tant que TAM, j'ai tout de suite le feedback de mes clients. Hier, par exemple, j'ai fait une démonstration pour un client qui me disait, voilà, nous, on a un cas particulier, on utilise une base de données qu'on a développée qui tourne sur EC2 et j'ai l'impression que les recommandations ne sont pas justes. Et donc, je lui ai demandé un petit peu, mais est-ce que vous êtes allé dans les préférences? Est-ce que vous avez sélectionné justement cette partie inférence, cette partie qui permet de comprendre quelle est la couche applicative qui tourne sur la machine pour faire les recommandations? Et il l'avait pas fait. Donc, c'est aussi important quand on va activer Compute Optimizer, si on a l'impression que ces recommandations ne sont pas justes pour certains de nos usages, de ne pas hésiter d'aller dans les recommandations, d'activer cette inférence et aussi d'être sûr qu'on lui fournit l'intégralité des métriques et qu'on va aussi jouer sur cette période de 14 jours ou 32 jours parce que parfois 14 jours ça peut être très court pour certains usages et ne pas hésiter à aller sur 32 jours parce que ça reste également gratuit. Tu travailles jour et nuit avec des clients sur Compute Optimizer et sur l'optimisation de leur parc de ressources, leur parc entre guillemets de ressources. Est-ce que tu as des anecdotes, sans citer le nom de clients, d'optimisation qui ont été vraiment waouh? Oui, j'ai des clients qui aujourd'hui ont réalisé sur, alors quand je dis la partie compute, donc ça va être Lambda, ECS et EC2, qui ont notamment franchi le pas d'aller aussi faire l'effort de vérifier que on pouvait passer sur du Graviton. Donc pour tout ce qui Mhm. n'était pas des cas d'usage Windows, quand il y avait du Linux, qu'on utilisait des applications Java, et on a été, enfin sur un coup, ils avaient à peu près 100 000 dollars par mois de coûts De en fait facture. Mhm. compute entre ECS, Lambda et EC2, et on a réduit de 20 000 dollars Par mois? par mois
en taillant au plus juste les instances, en passant toutes les lambdas sur du Graviton, en passant certains cas d'usage EC2 sur du Graviton, et en taillant aussi les tâches ECS au plus juste. Et en effet, alors bien sûr, le but premier c'était de vérifier la possibilité de performance, mais ce qui était important derrière, c'est les coûts associés, et ça peut aller très vite quand on a un nombre, comme tu l'as dit tout à l'heure avec NJ, quand on a un nombre de comptes très important, ces redimensionnements peuvent avoir, et la suppression aussi, j'ai oublié la suppression de tous ces, de tout ce qui de n'est pas tous ces, utilisé. de tout ce qui n'est pas utilisé, ça peut rapidement chiffrer. Oui, moins 20% sur la facture, c'est relativement énorme. Tu mentionnes plusieurs fois la migration Graviton. Je vous mets dans les liens du podcast. Vous scrollez dans votre application des liens vers d'autres épisodes où on a parlé de migration Graviton et où on explique concrètement ce qu'il faut faire. La plupart du temps, c'est rien du tout, mais il y a quelques cas où il faut faire un peu plus. Et j'ai fait un épisode avec Arthur notamment, qui est un solution architecte spécialisé, Arthur Petitpierre, dans Graviton. Je t'ai interrompu, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, un petit caviar aussi, la cerise sur le gâteau, c'est pendant un certain temps, avant on avait ces recommandations sur Trusted Advisor, à savoir que maintenant les recommandations de Compute Optimizer et Cost Optimization Hub et Trusted Advisor ont toutes, depuis le 26 mai dernier, ont toutes été alignées. Donc, ce qui est déjà intéressant, c'est-à-dire que le client n'a plus besoin de se dire est-ce que je dois suivre Trusted Advisor, Compute Optimizer, Cost Optimization Hub, tous ces outils, tous les checks sont alignés. Intégrés maintenant. Ouais. Voilà. Et on va dire le petit caviar, ce qu'on n'avait pas sur Trusted Advisor avant et qu'on a sur Compute Optimizer, c'est qu'on on a la possibilité d'activer le Saving Estimation Mode. Qu'est-ce que le Saving Estimation Mode? C'est un mode où il ne va pas donner, si par exemple le client a un saving plan. Donc un saving plan, c'est un engagement d'une consommation sur une durée d'1 à 3 ans pour un coût horaire sur du compute. Donc quand on a un saving plan, on ne va plus consommer sur des prix qui sont à la demande. On va consommer sur des prix qui sont remisés. Et quand on parle FinOps, on aime bien aussi associer l'effort qui est fait, c'est-à-dire que si je dois passer une journée d'ingénieur qui va me coûter 200, 300, 400, peu importe, un exemple, $400, pour économiser $20. Au minimum. Ouais. Voilà, c'est pas très intéressant. Et en fait, et donc là, en activant ce Saving Estimation Mode, Compute Optimizer va vous donner combien vous allez économiser sur le prix on demand, mais aussi va vous calculer automatiquement combien vous allez économiser en faisant ce redimensionnement sur vos prix à vous, c'est-à-dire vos prix sur lesquels vous avez pris un engagement. Donc la valeur réelle du changement. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important, surtout à grande échelle, de savoir exactement quel est vraiment mon gain que je vais avoir. Après, sachant que j'ai déjà des remises. Voilà. Quel est le futur? Vers quoi on va? Alors, je sais qu'on ne parle pas de roadmap publiquement chez AWS et pas dans ce podcast non plus. Mais c'est quoi les tendances que tu vois chez le client ou les demandes les plus fréquentes pour le futur de ce genre de service d'optimisation? Alors, à Finopsix, début juin, on a révélé les dernières innovations, notamment l'intégration de Q, qui est l'agent. Que ferait-on sans Q? Voilà, alors il n'est pas intégré directement dans Compute Optimizer, il a été intégré à Cost Optimization Hub, qui est un peu la console centrale qui rapatrie notamment toutes les recommandations de Compute Optimizer et qui permet d'avoir une vue dans un dashboard en fait facilité qui va être à travers les régions, à travers les comptes, qui ramène toutes ces données. Et en fait, Q, l'agent intelligent qui est dans la console, QDev, vous allez pouvoir faire des demandes en langage naturel. Par exemple, est-ce que tu peux me dire là où j'ai le plus gros potentiel d'amélioration de la performance ou le plus gros potentiel d'économie avec le moindre effort? Des phrases simples comme ça. Et Q va aller chercher, plutôt que de paginer sur plusieurs pages, il va vous extraire ces informations. Donc on va de plus en plus. Alors, c'est très important de dire que les recommandations, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de les baser sur les AI. Pourquoi?
parce que il y a des risques d'hallucination. On a expliqué tout à l'heure que c'est très important d'avoir un filet de sécurité. Donc aujourd'hui, on n'intègre pas l'AI dans la partie Dans la recommandation. génération des recommandations Voilà, elles-mêmes. dans Il la y a du machine génération des... learning en revanche, mais pas de Voilà, l'AI générative. Il faut faire la différence voilà, entre les deux. c'est ça, parce qu'il y a toujours un risque d'hallucination et ça peut être assez dramatique sur des cas d'usage critiques. Par contre, l'AI va permettre d'avoir ces questions, par exemple, pourquoi vous me faites cette recommandation? C'est-à-dire pourquoi je suis sur une instance de type C, pourquoi vous me recommandez d'aller sur un type R qui va avoir une mémoire plus performante au niveau de la mémoire, ou pourquoi vous me conseillez une Flex qui va avoir des crédits de burst parce qu'en fait j'ai détecté que ton application utilise des batchs et tu n'as pas besoin de l'intégralité de la puissance en permanence. Donc là, on va avoir cette AI qui va pouvoir donner de la granularité et des réponses sur voilà. Et pourquoi pas dans le futur avoir des remédiations automatiques sur des cas simples comme voilà, je détecte que que le client utilise encore du GP2. Pourquoi pas dans le futur aller automatiquement le convertir en GP3 par exemple. Oui, ça, ce sont des optimisations qui sont relativement low risque, enfin, Voilà, sans exactement. risque d'impact de performance. Il n'y a qu'à gagner à faire ça. Voilà. J'ai encore une question un peu bateau. Tu as décrit un service fabuleux qui analyse mes comptes AWS, qui fait des recommandations de right sizing, et donc les bénéfices, c'est soit de l'augmentation de performance, soit de la diminution de coûts, en taguant aussi les ressources non utilisées. Très important ça. Il y a l'intégration des tags. Et ça, c'est très important dans oui, Compute on peut lui dire Optimizer. de ne pas utiliser Voilà. certaines ressources qui sont taguées de telle ou telle façon. Voilà, mais c'est surtout en fait, vous allez pouvoir rechercher dans les recommandations basées sur les tags. Et ça, c'est quelque chose de top. Mais pourquoi je l'utiliserais pas? Je veux dire, il n'est pas activé par défaut, tu l'as dit au début. Ça coûte rien, en tout cas dans la version de base avec 14 jours d'historique. Ça me fait gagner Et 32 jours. Et 32 jours. Ça me fait gagner de l'argent. Quels sont les cas où je ne devrais pas l'activer, ce service? Alors, si par exemple, vous n'utilisez pas d'instance EC2, de Lambda, de CS Fargate, je veux dire, si vous n'utilisez aucun si on service, n'utilise pas de compute, ok. Voilà, si vous n'utilisez aucun service, non, mais par exemple des clients qui vont utiliser que de l'IKS, voilà. Bon après, on peut, au travers d'IKS, il va y avoir aussi des C2 parfois. Voilà, un peu de C2, mais il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser. Non, moi aujourd'hui, quand je fais on a on va dire que j'interviens chez les clients via nos fameuses réquisitions en interne en fait, où on est amené à aller en tant que TAM au-delà parce que je fais partie en fait de l'équipe Cloud Financial Management en interne chez AWS et on est amené à parler à différents clients qui sont pas forcément nos clients. Et quand on a des initiatives FinOps où j'aide les clients en fait à démarrer, à rentrer dans le monde de la FinOps, on a 3 piliers, on va dire. On a le pilier people, donc les personnes, c'est-à-dire comment on va initier, on a les process, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme process, et on a les outils. Et le premier outil que je conseille à mes clients, c'est Compute Optimizer. Voilà. Ça devrait même être mis dans les landing zones. Les landing zones, pour ceux, si vous connaissez pas, c'est cette espèce de template de configuration d'un nouveau compte dans les grandes sociétés. Quand on crée un compte, il est configuré automatiquement avec des politiques de sécurité, des SCP, etc. Compute Optimizer devrait être quasiment activé au niveau des comptes qu'on attache à une organisation. Oui. Après, on a parlé de cette limitation légale par rapport à la collection des données de mémoire. Oui, mais quand tu dis les mémoires, on ne va pas évidemment voir ce qu'il y a dans la mémoire. Non. C'est juste la quantité de mémoire libre. Qu'est-ce qui est utilisé par l'OS et quoi par les applications, c'est tout. Hein. Oui. Je ne veux pas faire peur à nos auditeurs. Non. Mais malgré ça, voilà, on doit répondre à des contraintes légales et on n'a pas la possibilité parce qu'on va avoir. En fait, c'est pas une métrique par défaut de CloudWatch. C'est une métrique la mémoire, c'est une métrique qui est collectée par un agent et du coup, on a cette contrainte légale, voilà, aujourd'hui qui est par défaut. Exactement. Bien, mais si vous êtes à l'aise avec l'installation d'un agent dans vos instances EC2 pour collecter l'utilisation réelle de la mémoire, activez aussi Compute Optimizer. Il n'y a pas de raison pour pas le faire. On ne doit pas utiliser des doubles négations en français, mais j'aime bien la phrase. Ça veut dire faites-le. Quand deux fois non, ça fait oui. False plus false égale yes. Merci Loïc pour tes explications super claires sur Compute Optimizer. Vous trouverez évidemment dans les notes du podcast l'ensemble des liens vers les différents services,
technologies dont nous avons parlé. Laissez-nous vos feedbacks, les petits pouces vers le haut, les étoiles, et dites-nous de quoi vous avez envie qu'on parle dans les futurs épisodes du podcast AWS en français. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, quoi que vous codiez, codez-le bien.